Bonjour, bienvenue dans l'entretien de France 24 et également de Radio France Internationale, puisque aujourd'hui les deux s'associent pour un entretien exceptionnel, puisque nous recevons Svetlana Tsikhanovskaya, opposante biélorusse s'il en est. Régulièrement, on parle d'elle au fur et à mesure et au gré des tocades et des folies du dictateur Loukachenko. Aujourd'hui, elle nous fait l'amitié d'être ici en France et de répondre à nos questions. Entre autres, bien sûr, il va s'agir de savoir comment elle compte mener la lutte jusqu'au succès, jusqu'au pouvoir en Biélorussie, et également de savoir quel type de régime, quel type de démocratie elle compte instaurer avec d'autres opposants biélorusses qui sont réfugiés, qui en Pologne, qui en Lituanie ou dans d'autres pays. Je passe la parole à Denis Tulkov, mon confrère de la rédaction russophone de Radio France Internationale. Merci Gauthier, merci de nous avoir accordé l'interview. Vous êtes venu à Paris pour rencontrer M. Jean-Yves Le Drian et d'autres responsables politiques français. Quelle était la tonalité de vos discussions? Bonjour, bonjour tout le monde. Toutes les rencontres en France se passent dans une atmosphère très bienveillante et nous voyons qu'on veut vraiment nous aider, mais parfois toutes les conditions ne sont pas réunies pour cela, mais nous voyons que toutes les institutions, tous les acteurs travaillent pour établir la communication, et notamment avec les régimes des dictateurs, des régimes autoritaires. Mais tout le monde essaye de comprendre comment on peut encore aider la société civile biélorusse, comment on peut faire pression sur le régime pour que le régime comprenne qu'il n'y a pas d'autre issue qu'une négociation avec la population ou une nouvelle élection. Est-ce que vous leur avez promis quelque chose et vous, a-t-il été promis quelque chose? En ce qui concerne les promesses, non, moi je n'en fais pas, à part de dire que nous allons continuer notre lutte autant que nécessaire. Et on nous a fait des assurances. Il faut continuer à chercher tous les moyens de faire pression sur le régime. Donc ce n'était pas vraiment des promesses, mais des assurances. Justement, à propos des promesses, ou plutôt des déclarations bienveillantes que le pouvoir français, qu'un pouvoir européen peut vous apporter, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont prêts à aller au-delà de ces déclarations gentilles? Autrement dit, vous savez qu'en Europe, un certain nombre de dirigeants, comme on dit, marchent sur des œufs avec non seulement la Biélorussie, mais surtout avec la Russie de Vladimir Poutine. Est-ce que vous n'êtes pas déçu d'un certain nombre de ces déclarations de dirigeants européens qui certes sont très bienveillants envers vous, mais qui n'iront peut-être pas plus loin? Premièrement, je ne pense pas qu'on doive ici parler de l'attitude des différents leaders envers la Fédération de Russie. Ici, nous parlons de la Biélorussie. Et je comprends une certaine méfiance dans les actions, compte tenu du fait que Loukachenko s'est octroyé le soutien de Kremlin. Mais ce que nous expliquons, c'est que depuis 27 ans, tout le monde s'est habitué, les Européens se sont habitués à voir la Biélorussie comme étant sous influence de la Russie. Mais c'est une seule personne qui est sous influence du Kremlin. Les Biélorusses, bien sûr, ont de très bonnes relations avec la Russie. Ils ne veulent pas les rompre, mais ils veulent choisir le destin de leur pays. Et cela ne va pas diminuer ou endommager la coopération avec la Russie. Il ne faut pas tout mélanger. Faites abstraction de la Russie, pensez à la Biélorussie. Nous faisons pression sur le régime et non pas sur nos relations avec la Russie. Bien sûr, il y a peut-être une certaine méfiance, mais il faut faire comprendre, il faut expliquer, il faut envoyer de bons messages à la Russie. Les Biélorusses ne regardent pas l'Occident, ne veulent pas entrer dans l'Union européenne ou l'OTAN, ce que dit la propagande, que nous vendons le pays à l'Occident. Il ne s'agit pas de cela, il ne s'agit pas de la géopolitique, mais il s'agit du facteur
humain et du fait que nous voulons nous-mêmes construire l'avenir de notre pays. Vous avez rencontré Emmanuel Macron il y a un an, cette fois-ci c'est Jean-Yves Le Drian. Est-ce que vous leur demandez de faire pression sur le régime de Loukachenko ou plutôt de parler avec Vladimir Poutine pour faire pression sur le dictateur biélorusse? Bien évidemment, nous comprenons l'importance des échanges avec le Kremlin. Et nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes, mais seulement à travers des médiateurs. Donc il faut absolument avoir une médiation et nous demandons à la France de jouer le rôle de leader dans ce genre d'échange et dans l'organisation de la médiation. La Russie, bien sûr, joue un rôle très important dans les relations avec la Biélorussie et peut aussi jouer ce rôle de médiateur. Donc il s'agit d'un dialogue entre les trois pays. Non, pourquoi un dialogue entre trois pays? Autour de cette table de négociation, on peut avoir d'autres pays pour que ce dialogue soit ouvert. Par exemple, la Pologne, la Lituanie. Les intérêts de ces pays sont en jeu et également le régime ou ses amis. Vous savez, en Europe de l'Ouest, quand on rencontre quelqu'un qui est opposant à une dictature ou à un régime autoritaire, on a tendance à le glorifier, à l'adorer immédiatement. Parfois, il y a des déceptions. Qu'est-ce que vous pouvez, vous, aujourd'hui, dire et garantir pour que, si vous arrivez un jour au pouvoir en Biélorussie, eh bien, ça soit un régime authentiquement démocratique? Vous m'avez dit tout à l'heure que vous ne vouliez pas parler politique, mais dignité humaine, c'est vrai que c'est important, mais quelle est l'idée que vous avez pour que la Biélorussie soit un régime démocratique? Et éventuellement, est-ce qu'un pays dans le monde ou en Europe vous paraît être digne d'inspiration? Vous savez, si on parle d'une stratégie idéale, ce serait de prendre tout ce qu'il y a de meilleur dans les différents pays pour ensuite le mettre en œuvre dans son propre pays. Vous me demandez si je peux donner des garanties, mais nous avons eu déjà quelqu'un qui a donné des garanties pendant 27 ans de la stabilité. Mais en réalité, personne ne peut garantir rien. Les Biélorusses ont le droit de décider de l'avenir et du destin de leur pays. Ils ont choisi la personne qu'ils veulent voir président pendant les élections. Donc, ils doivent participer à la prise de décision. Et s'ils participent, il s'agit d'une responsabilité collective. Tout le monde joue son rôle. Nous, les Biélorusses, nous n'avons pas d'expérience de démocratie, ou peut-être seulement 2 ans après 91. Il faut du temps pour apprendre. Donc, imaginez une personne qui doit soudainement porter la responsabilité de la prise de décision. Il faut du temps à ces gens et ils vont apprendre. Nous avons déjà payé en prix très cher et je pense que les Biélorusses apprendront très vite. Si on leur crée de bonnes conditions de travail, s'ils sentent qu'on les respecte sur leur lieu de travail, pas comme maintenant, ils seront motivés, ils feront mieux leur travail, ils serviront mieux leur pays, pas comme maintenant en ayant peur de perdre leur travail. Donc, nous voudrions voir le concept du développement de notre pays et nous avons besoin d'une nouvelle élection libre et équitable. Peut-être que ce sera une autre personne qui sera élue. Je ne sais pas qui va participer dans cette nouvelle élection anticipée. Notre tâche, c'est de garantir une nouvelle élection libre et équitable et ensuite, c'est les Biélorusses qui porteront la responsabilité du destin de leur pays. Svetlana, il y a un an déjà, je vous ai interviewé. À cette époque-là, tout le monde s'attendait à ce que les situations changent rapidement. Finalement, ce n'est pas le cas, tout le monde est d'accord. Diriez-vous que cela a été une occasion manquée de changer les choses dans votre pays?
Il y a un an, nous aussi, on pensait qu'on pouvait changer la situation rapidement. On croyait qu'il n'était pas possible d'ignorer des centaines de milliers de personnes qui étaient descendues dans la rue. Mais on a sous-estimé la brutalité du régime. C'était notre erreur, sans doute, parce que depuis 27 ans, on voyait cette brutalité, on ne la voyait plus, tellement on était habitués. Et on pensait que le régime ferait preuve de la compréhension. Mais on a vu ce qui s'est passé. Une brutalité, des tortures, la violence. Grâce à tout cela, non pas qu'il a normalisé la situation, mais il a fait rentrer les gens chez eux. Et certains se sont retrouvés en prison. Ils ont reçu des peines et on voudrait que ces peines restent sur papier, qu'ils ne réalisent pas ces peines en prison. La situation s'est détériorée pour les gens à cause de cette violence, à cause de la peur, mais il faut dire aussi qu'elle est mauvaise pour le régime. Il ne nous reste que 30 secondes. Est-ce que vous avez prévu de prendre des mesures concrètes et sérieuses dans les prochains mois, à part des sanctions économiques? Qu'est-ce que vous appelez les actions sérieuses? Les sanctions, ce sont déjà des actions sérieuses. La résistance des Biélorusses, c'est très sérieux. Le mouvement ouvrier, le plan Peramoga, des anciens membres des ministères de force. Ne sous-estimez pas notre action. Notre travail, c'est de rester cohérent à l'intérieur du pays et les acteurs internationaux doivent rester cohérents dans la politique qu'elles mènent. Merci beaucoup. Restez sur les antennes de France 24 et RFI.